Aujourd'hui, nous allons partager sur l'accord conditionnel. En anglais, on appelle ça conditional acceptance, mais en français, je pense qu'ils ont dit une acceptation conditionnelle, ça va pas paraître très très bien, donc on appelle cela. En français, je trouvais que l'accord conditionnel, c'est ce qui tiendrait mieux la route comme titre de la présentation. Donc, qu'est-ce que l'accord conditionnel? Et c'est ce qu'on va partager ce soir. Et je voudrais vraiment vous donner un outil qui vous permettra de vous défendre d'une manière légale en toutes circonstances. Aujourd'hui, ce sera peut-être dans un objectif bien précis, mais cet outil, cette manœuvre de défense, elle est puissante et peut s'utiliser dans des circonstances inimaginables. Normalement, ce qu'on ferait, c'est euh, on commence par une présentation, commencerait par expliquer ce que c'est que l'accord conditionnel. J'ai jugé bon de commencer par pourquoi nous utilisons l'accord conditionnel et puis ensuite expliquer ce que c'est. Et puis après, on en verra comment tirer le meilleur parti. Voilà. Donc, pourquoi nous utilisons l'accord conditionnel? Bien, principalement parce que la vie n'est jamais sans défi. Nous tous ici, nous sommes des adultes et nous tous, nous avons des défis journaliers et nous avons eu dans le passé des défis, certains plus grands que d'autres. Ok. Et ces défis sont souvent dans nos rapports avec les personnes tierces. Nous avons des désirs, il y a des choses que nous voulons accomplir dans la vie. Euh, Nous cherchons tous quelque chose. Certains veulent étudier, certains sont la plupart ici des Africains. Et savons que nos familles en Afrique veulent tous venir en Europe. Ce sont des désirs. Il y a toutes sortes de choses que les gens veulent. Okay. Et puis il y a les rêves. Les rêves, pour certains, c'est quelque chose qui est inimaginable, mais ça permet de pouvoir euh, s'échapper un peu de la réalité, aller un peu dans un monde de rêve, bien que beaucoup d'entre nous vivons un monde tout à fait irréalistique. Et en gros, la vie a ses défis qui nous sont imposés, mais il y a des défis qui sont aussi en fonction de ce que nous cherchons. Nous avons des aspirations, et en fait là j'ai laissé ça en anglais, nous avons des aspirations, nous cherchons à accomplir certaines choses. Okay. Un de ces grands défis, des grands défis que nous avons dans la vie, c'est que nous devons payer notre droit de vivre sur cette terre. Tous les êtres vivants qui existent sur cette terre, il n'y a que l'homme qui doit payer pour son droit de vivre sur la terre. Tout ce qu'il veut, eh bien, ça va lui coûter quelque chose, entre guillemets. Et il y a deux choses qui nous sont constamment présentées. Donc, nous devons payer notre droit de vivre sur la terre et ces paiements que nous faisons nous sont présentés de manière constante en fonction de deux choses. La première chose, c'est le contrat social qu'on appelle la loi. Ce contrat social, nous avons regardé la séance passée et un petit résumé, c'est que, une petite clarification, je veux dire, c'est que le contrat social n'est pas entre les citoyens et le pouvoir en place. Le contrat social, c'est un contrat que les citoyens concluent entre eux pour accepter la règle de l'autorité centrale ou d'une autorité centrale. C'est-à-dire que nous sommes un groupe ici et nous nous mettons d'accord que voilà, euh, si nous sommes la plupart d'entre nous peut-être des Congolais, on va aller ensemble et décider que voilà, tel sera notre président et nous allons le suivre et nous allons l'obéir. Et donc, on se met d'accord que peu importe les lois que ces gens-là qu'on a établis, eh bien, nous nous mettons d'accord que nous allons. Donc, c'est un contrat social entre nous, citoyens, pour accepter la règle de l'autorité centrale. Dans ce type de contrat, la minorité accepte la décision majoritaire. Donc, moi, si je ne suis pas d'accord avec la loi qui a été établie, ben, je suis minoritaire. Si je suis le seul dans le groupe, ben, je dois me soumettre à vous, à la décision de la majorité. Et une société unie de cette manière forme un seul corps, c'est ce qu'on appelle en anglais un Commonwealth. Donc, le Commonwealth, ça existe un peu partout. Pas le type anglais, mais ça existe un peu partout. Alors, avons-nous vraiment le choix? On dit qu'on a le choix, parce que nous ne sommes pas toujours d'accord. Je suis un peu récalcitrant et il y a beaucoup de choses que je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui sont d'accord
et qui suivent de manière aveugle la décision de celui qui est établi comme autorité centrale. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et puis il y en a qui sont entre les deux, qui sont indécis. OK? Alors, ne faites pas d'erreur sur la loi. OK? Une chose qui est importante, c'est que votre consentement est implicite. OK? Votre consentement sur l'accord social, il est implicite. Vous n'avez pas dit non, donc automatiquement, vous dites oui. Vous ne posez pas de questions, donc automatiquement, vous dites oui. OK? Donc, c'est un contrat social. Votre consentement est implicite et il est présumé. OK? Et vous consentez en acceptant les avantages, c'est-à-dire certains avantages que la société offre. Et ces avantages viennent sous forme de euh, toutes les demandes que vous faites vis-à-vis de l'État, on vous les accorde, donc c'est un avantage. Si vous demandez un permis de conduire, ben, c'est un avantage. Si vous demandez un logement social, c'est un avantage. Peu importe, chaque fois que vous allez vous présenter quelque part vis-à-vis de l'État, que vous demandez quelque chose, vous recevez en retour, eh bien, le fait que vous allez vers cette autorité centrale pour demander et accepter les avantages, c'est que implicitement, vous acceptez l'autorité qui est au-dessus de vous. Et nous donnons notre consentement au quotidien de manière implicite parce que nous ne disons rien. Qui ne dit mot, consent. C'est un principe juridique qu'on n'enseigne pas, peut-être. Il y a parmi nous des gens qui ont fait le droit, mais c'est un principe juridique que si vous ne dites rien, automatiquement vous consentez. Donc la première chose que nous avions, c'était le contrat social, qu'on appelle la loi. Et la deuxième chose que nous avons, c'est le commerce. Donc ce sont les deux choses que nous avons et qui nous sont présentées et qui nous coûtent de l'argent tous les jours. C'est le fait que nous soyons impliqués dans ce contrat social. Et la deuxième chose, c'est le commerce. À chaque fois qu'il y a un échange entre deux parties consentantes, c'est une activité commerciale. À chaque fois qu'il y a que nous utilisons l'argent, nous faisons du commerce. Quand vous allez acheter quoi que ce soit dans votre magasin préféré, que vous allez manger quelque part dans un restaurant, c'est du commerce. Le commerçant vous offre un service, il y a un échange, deux parties consentantes, vous faites du commerce. Lorsque vous faites une facture, gaz, électricité, l'eau, ou quelque facture que ce soit, c'est du commerce. On vous a soi-disant faire un service, que vous le vouliez ou non, hein, on vous l'offre, on vous l'impose, et vous payez, c'est du commerce. Lorsque vous payez une amende, c'est du commerce parce que vous payez avec de l'argent, ce qu'on appelle l'argent. Donc, payez une amende, vous faites du commerce avec une organisation. Lorsque vous payez le tribunal, vous allez vous demander de faire un recours pour telle chose, ben, ça coûte pour faire un recours, vous payez quelque chose et en échange, on vous offre un service. Et le service, c'est de pouvoir renégocier, euh, peu importe le jugement qui a et rediscuter sur un jugement qui a pu être fait sur vous. Ben, c'est ça le service, c'est du commerce. Maintenant, lorsqu'une entité domine dans le commerce, il y a un problème. Et c'est un peu ce qui m'a poussé à commencer à faire les recherches parce que je me rendais compte que ben, je n'avais pas de pouvoir. Ces gens, ces grosses compagnies, conglomérats qui sont là, ben, ils imposent ce qu'ils veulent sur nous. Ils nous imposent leurs droits, leurs lois, ils nous imposent leurs termes et conditions. Donc, et vous ne pouvez pas discuter. Vous rentrez dans un magasin, vous pouvez rentrer ici seulement si vous avez été vacciné, vous avez un masque, vous avez ceci, vous avez cela. Donc, quand vous avez besoin de pain ou de je ne sais pas quoi, ben vous allez vous soumettre à tout. Donc, là, il y a un problème. Maintenant, ce qui se passe, c'est dans tout le commerce, OK, c'est toujours une offre de contracter et un consentement. Je donnais l'exemple quand vous rentrez dans un magasin, euh, vous avez l'envie de contracter avec le propriétaire de ce magasin ou avec l'établissement qui est là parce que vous voulez rentrer et acheter quelque chose. Maintenant, ici, j'ai donné des exemples qui vont vous montrer que ce que vous faites, c'est même avec la police, j'ai pris un cas en France et en Belgique, c'est du commerce. OK? Quoi?
Ce que la police vous donne là, ok, j'ai déjà donné, j'aurais dû poser la question, mais euh, ils disent, par exemple, si vous regardez le document supérieur, c'est la police belge, ok, qui avait été envoyé en Angleterre, c'est un traffic fine, mais en dessous, ils disent c'est une information, ok? Et le document en dessous, c'est en français, c'est un avis de contravention. Ce n'est pas une facture. Ce n'est pas, en français, je pense que le seul mot, c'est facture. En anglais, on a bill and invoice, deux termes qui veulent dire plus ou moins la même chose, il y a une différence. OK? Bien qu'un bill, c'est quand vous avez déjà consommé, vous allez au restaurant, vous avez consommé. Avant de consommer, on vous dit ça va vous coûter autant, et quand vous avez fini de consommer, on vous amène le bill. C'est une facture en français. Mais quand, par exemple, vous faites une commande dans un magasin, OK, et dit voilà, je voudrais ceci, ceci, cela. OK, Euh, c'est l'addition. Excuse-moi de te couper. ouais, l'addition, ouais, j'appelle ça l'addition. OK. Euh, vous recevez un invoice en anglais, OK. C'est une facture, c'est pour vous dire voilà ce que ça va vous coûter si vous voulez prendre telle ou telle chose. OK. Mais dans le cas de la police ici, on vous donne une information. Ils appellent ça traffic fine ou peut-être amende, mais en réalité, ils vous disent bien sur le document que c'est une information, une lettre d'information. Et en France, ils appellent ça un avis de contravention. Donc, un avis et une information, ce n'est ni une facture, ni euh, une addition. Alors, ensuite, maintenant, il y a ce qui est mensonger. OK? Dans les deux cas, ils prétendent avoir observé le conducteur. OK? En haut, il dit, madame, la police belge vous a observé comme étant une offense, un trafic offense, une contravention. Alors que c'était un radar automatique. Donc, comment est-ce que la police t'a observé? Et en France aussi, le véhicule immatriculé FPE a fait l'égal d'un objet de contrôle ayant permis de constater l'infraction figurant ci-dessus. Donc, qui a contrôlé et qui a constaté? Alors ensuite, le montant qu'il vous demande de payer est réduit si vous payez avant. Donc, ils réduisent le montant afin que vous n'y pensiez pas trop. Oh, je dois payer autant, mais si je paye en les 14 jours, ça va me coûter, etc., 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 ce montant. Donc, je ne vais pas réfléchir trop, je vais payer. OK? Et ensuite, je n'ai pas pris le reste de, de la feuille parce que c'était trop long. Mais ensuite, ils vous montrent comment payer. Donc, vous pouvez payer par virement bancaire, vous pouvez avec une application sur votre téléphone scanner ceci, et puis ça va vous ouvrir directement, scanner le barcode et ça va vous ouvrir directement la page, vous mettez votre carte, vous payez, etc., etc. Donc, on vous donne un avis, on vous donne une information, ce n'est pas une facture ni quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est une offre de contrat. Est-ce que vous voulez payer? On ne connaît pas vraiment le service qu'ils offrent. Donc, en fait, ce qui se passe avec la loi et le commerce, nous avons toujours deux options. Oui ou non. Ce sont nos options habituelles. Soit on dit oui, soit on dit non. Je paye ou je ne paye pas. Et non est toujours présenté comme une option plus coûteuse. Si vous ne payez pas, OK, je vous offre ceci et ça vous coûte autant. Et si vous ne payez pas maintenant, eh ben, ça va vous coûter plus cher. OK? Et si vous ne payez pas après, ben, on va aller au tribunal. Et là, ça va encore vous coûter des frais d'avocat, etc., etc. Donc, c'est tellement compliqué qu'en général, on est acculé dans une position, nous devons simplement dire oui. OK, ça va, c'est bon, je paye. Et voilà, comme ça, on me laisse tranquille. Dans le commerce, il y a la notion d'honneur et de déshonneur. Et l'image ici, ce sont des billets de caisse d'échange de monnaie. Ils étaient très utilisés et très connus entre 1798 et 1803, et même au-delà. Aujourd'hui, ces billets de caisse d'échange de monnaie existent toujours. Ce qu'on vous donne ici, les traffic fines, ce sont des billets de caisse.
OK? C'est du commerce, ce sont des billets de caisse, d'échange de monnaie. OK? Mais ça, je pourrais peut-être faire un webinaire spécifique pour vous expliquer exactement ce que sont ces billets et comment vous pouvez utiliser ces billets. Mais ce que je veux partager ici, c'est la notion d'honneur et de déshonneur. Dire non dans le commerce est un déshonneur. Et c'est difficile d'expliquer ça, mais la meilleure manière dont j'explique ça, c'est par exemple, je prends Patricia, une très jolie femme, et elle me plaît et je l'aborde. Eh bien, si elle me refuse, elle me dit non, eh bien, je suis pas content. Et tellement je la veux parce que je suis égoïste et je ne pense qu'à moi et mes propres intérêts, eh bien, je vais essayer de la forcer à me dire oui. Et donc, c'est de cette manière qui fonctionne dans le commerce, avec certaines, comment dirais-je, obligations, OK, comme, soi-disant obligations, comme la police et tout ça, eh bien, ils vous offrent, heu, l'opportunité d'entrer en commerce avec eux pour n'importe quelle raison, hein. Par exemple, j'ai appris qu'à Bruxelles maintenant, ils ont réduit la vitesse, à 30 km/h dans toute la ville de Bruxelles, ce qui est ridicule. Il y a des grandes artères que je connais, je ne m'imagine pas pour rouler à 30 km/h là-dessus. Mais bon, ça va leur permettre de gagner plus d'argent. Il y avait un journaliste ici en Angleterre, heu, qui avait dit que sur l'autoroute M1, hem, à un moment, il y avait des travaux. Et alors, ils avaient mis des radars pour détecter les gens qui allaient trop vite. Pendant les travaux, la vitesse était limitée à 50 miles, c'est une histoire de 70 km/h. Quand les travaux étaient finis, eh bien, ils ont gardé les radars pendant 1 mois ou 2 mois, je ne me souviens plus. Et pourquoi ils les ont gardés? Parce que ça rapportait beaucoup d'argent à la commune en question. Donc, c'était un moyen de se faire de l'argent et ils ont décidé ça nous a apporté tellement d'argent, bien que les travaux soient finis, on va garder ça et n'importe quelle personne qui dépasse, la vitesse, ben, il va devoir nous payer et en fait, c'est comme ça qu'ils entrent en contrat. OK? Donc il y a la notion de honneur et déshonneur dans le commerce. Quand vous dites non, vous êtes en déshonneur. Quand vous dites non, ça crée une controverse, ça crée une querelle et quand il y a une querelle, ça nécessite un arbitre. Et lorsque vous avez un arbitre, OK, ben, vous allez à la cour, vous prenez un avocat, ça vous coûte plus cher. Et donc, si vous dites non, heu, vous êtes en déshonneur et le gars qui veut absolument vous avoir, eh bien, il va insister, il va vous écrire des lettres, et vous n'avez pas appris à vous défendre vis-à-vis de ces lettres-là et fin des fins, il va vous emmener à la cour, il va dire: «Bon, voilà, je vais donner un billet de caisse d'échange et il refuse d'honorer ce billet». Et vous dites: «Mais non, j'ai pas honoré ce billet parce que moi j'ai rien à voir avec vous», mais ce n'est pas de cette manière qu'on se défend et c'est comme ça qu'on se fait tout savoir. Et alors il y a l'autre type de gens qui fait la politique de l'autruche et met sa tête dans le sable, met la lettre sur le côté pendant qu'elle pensant qu'elle disparaîtra, mais un principe juridique, c'est qui ne dit mot consent. Si vous ne dites pas non, vous dites automatiquement oui. C'est même dans la Bible, si vous ne dites pas non, vous êtes oui. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit le Seigneur. Donc encore une fois, nous sommes acculés à un oui. On ne peut pas faire autre chose. Je dis non, je suis en déshonneur, ça crée une querelle, on me met un arbitre qui est un juge, on m'amène à la cour, et si je ne dis rien, bah, je dis oui. Mais j'ai pas envie de dire oui. Mais je suis acculé à un oui à cause des circonstances. Alors que faire? Et c'est là où je vous offre la troisième option, qui est l'acceptation conditionnelle. OK? Nous allons apprendre du roi et du maître. OK? Euh, Dans Matthieu 5,25 dans la Bible, euh, j'ai laissé ça en anglais encore, ils disent euh, mets-toi, accorde-toi vite avec ton ennemi, de peur qu'il t'emmène devant les juges et que là-bas on te prenne et on te mette en prison. Donc, il dit crée un accord avec ton ennemi
avant d'arriver à une position où il t'emmène à la cour. Tu dois te mettre d'accord avec ton adversaire avant qu'il t'emmène à la cour. Et nos adversaires, ça peut être la police, ça peut être dans le commerce, ça peut être toute personne qui m'offre des factures que j'ai pas envie, qu'on me demande de payer là où je n'ai pas envie de payer. Donc, je dois me mettre d'accord avec lui. Donc, le commerce et les affaires judiciaires, ce sont des relations antagonistes. Parce que ce soit le commerçant veut mon argent et moi, je veux un bon deal. Donc, en fait, on est antagoniste, on essaie de pouvoir soutirer quelque chose de l'autre. Le commerçant veut vendre son produit au plus haut prix et ben moi, je veux acheter son produit au meilleur prix. Donc, c'est antagoniste. Et les affaires judiciaires, quand on nous amène à la cour, c'est de la même manière. Là, le conflit est réel. Voilà, telle personne a fait ceci, ceci, cela. Nous, on demande cela. Et puis alors l'autre avocat, oui, mais essaie de comprendre, patati, c'est antagoniste. OK? Maintenant, dans Matthieu 21, 23, 24, on nous donne la formule lorsque l'autorité vous fait une demande. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Jésus était dans le temple et il était en train d'enseigner. Alors on a les pharisiens, les scribes qui viennent lui poser la question, de quelle autorité ou d'où te vient cette autorité? Par quelle autorité tu fais ces miracles et tu fais ces choses-là? Et donc, il le questionne. Et l'exemple que Jésus nous donne, j'ai pris ça dans Matthieu 21, 23, 24, mais il y en a d'autres exemples où Jésus leur répond, OK, je vais vous répondre à une condition. Si vous, vous me répondez et me dites, le baptême de Jean, venait-il du ciel, de Dieu, ou venait-il des hommes? Maintenant, les maîtres, les autorités de l'époque, OK, ils ne pouvaient pas répondre parce que s'ils disaient que le baptême venait de Dieu, alors Jésus allait leur demander, mais pourquoi alors vous n'avez pas cru à ce baptême? Et s'ils disaient le baptême vient des hommes, eh bien, ils avaient peur de la foule parce que toute la foule, tout le peuple prenait Jean-Baptiste comme un prophète, comme le prophète Élie qui devait revenir. Donc, ils s'étaient mis dos au mur où ils ne pouvaient pas répondre à la question. Alors ils disent à Jésus, ben, on ne sait pas, on ne sait pas. Alors Jésus dit, ben alors, si vous ne répondez pas à ma question, moi aussi, je ne vais pas répondre à votre question. Donc, ce qu'il a fait, il les a mis dans une position où il dit, OK, j'accepte, donc Matthieu 25, 25, je me mets d'accord avec mon adversaire. Il me pose une question. D'où te vient cette autorité? Réponds-nous. OK, d'accord, je vais répondre, mais à une condition, que vous me disiez si le baptême de Jean venait du ciel ou des hommes. Et souvent, la condition qu'on impose, c'est une condition qu'ils ne peuvent pas, à laquelle ils ne peuvent pas répondre. Donc, qu'est-ce que l'accord conditionnel? OK. C'est accepter, se mettre d'accord avec son adversaire, mais avec condition. Je me mets d'accord avec toi. Donc, comme nous comprenons, la plupart des gens ayant suivi les webinaires précédents, vous comprenez que tout est contrat. Tout ce que nous faisons, ce sont des contrats. Eh bien, on se met d'accord, mais on négocie les termes du contrat. Et c'est comme ça qu'on met nos conditions dans le contrat. Vous m'offrez quelque chose, eh bien, l'offre que vous me faites, je peux l'accepter ou la refuser. Je reprends l'exemple de... non, je reprendrai cet exemple par après. C'est un outil juridique très puissant et souvent, vous avez vu l'image précédente, c'est un jeu d'échecs. Et c'est de cette manière que je vois la chose. C'est un outil puissant, c'est un jeu d'échecs et vous pouvez facilement avec cela mettre votre adversaire échec et mat. Il est non conflictuel. Vous n'avez pas créé de conflit, vous n'avez pas à vous battre et tout ça. Et, et souvent, vous remettez simplement la balle dans leur camp. Et au cas où vous ne savez pas quoi demander, une chose que je veux dire, ne comprenez jamais. Ne comprenez pas. N'agissez pas comme si vous compreniez de quoi il s'agit ou de quoi on parle. Pourquoi? Parce que le langage juridique a des définitions très spécifiques et les mots juridiques n'ont pas les mêmes définitions que les mots qu'on utilise dans le langage courant. Donc, jamais, au grand jamais, assumez que vous comprenez
ce qui vous est présenté, le contrat qui vous est présenté. Comment nous utilisons ça aujourd'hui? Et je veux parler aujourd'hui principalement sur la vaccination potentielle. Eh bien, euh, dans les sessions précédentes, j'avais expliqué qu'il faut apprendre à vivre dans les deux mondes. Le monde réel, où vous êtes en tant qu'homme, et le monde fiction, où vous êtes citoyen. Okay? Eh bien, ici, avec le code de Nuremberg, vous apprenez à utiliser, quand c'est à votre avantage, ce qui est dans leur propre loi à eux, dans le propre loi du système. Okay? Qu'est-ce que le code de Nuremberg et de l'éthique? Nuremberg, c'est une ville en Allemagne. Et pendant la guerre 40-45, eh bien, à Nuremberg, dans cette ville, ou dans d'autres villes, plutôt en Allemagne en général, pas rien qu'à Nuremberg, en Allemagne en général, les Allemands ont fait des expériences scientifiques sur les prisonniers. Disant, de toute façon, ils vont mourir, ils n'ont rien à dire, on va faire des expériences sur eux. Et ils ont fait des expériences sur les gens qui étaient en prison, principalement des juifs. Et certains, suite à ces expériences, sont morts, et d'autres personnes, non seulement ont souffert, mais sont devenues handicapées. Et alors, je crois que c'est en 1947, les Nations Unies ayant vu cela, ont dit non, c'est inhumain, on ne peut pas faire des choses comme ça. Et donc, ils se sont réunis en Allemagne à Nuremberg et ils se sont mis d'accord sur l'éthique scientifique, médicale et sur les expérimentations sur les hommes. Okay? Et donc, je vais juste lire le texte que vous avez peut-être lu. C'est conscient des vides juridiques et éthiques dans le domaine de la recherche. Les 4 juges qui ont jugé à l'époque ont élaboré un embryon de code sur les expériences humaines. Donc, le consentement du sujet est nécessaire. On ne peut recourir qu'au seul volontaire. Donc, quand il y a une expérience scientifique, médicale, eh bien, vous ne pouvez pas prendre monsieur tout le monde. La personne qui est volontaire, c'est sur elle seule qu'on peut faire les expérimentations. Lorsqu'ils rencontrent des risques, les volontaires doivent être informés avant de donner leur consentement. C'est-à-dire, non seulement les gens doivent être consentants, mais en plus, il faut leur donner, les informer du risque potentiel de l'expérience qu'on va faire sur eux. S'il y a un risque de mort, s'il y a un risque de handicap, les effets secondaires, etc. etc. Okay? Et chaque fois que c'est possible, toutes les dispositions doivent être prises pour éviter tout accident. Okay? L'expérience doit être conçue sur la base des résultats obtenus par l'expérimentation animale, de sorte que les résultats que l'on anticipe légitiment la réalisation de l'expérience. C'est-à-dire, on ne peut pas faire des expériences sur les hommes sans avoir d'abord fait les expériences sur les animaux. Autrement dit, l'expérience doit être utile et ces résultats doivent être tels qu'ils servent le bien public. Donc, si on veut vous donner, vous injecter un médicament, quoi que ce soit, qui n'a pas été expérimenté sur les hommes et dont on n'a pas eu les résultats sur les hommes, eh bien, ça va à l'encontre du code de Nuremberg. OK. 3, l'expérience doit être réalisée en évitant toute atteinte et souffrance inutile, qu'elle soit mentale ou physique. B, elle doit être réalisée par des scientifiques qualifiés. C, l'expérience ne doit pas être réalisée s'il existe des raisons de penser qu'elle peut conduire à la mort ou à l'invalidité du sujet. Donc, ça, c'est en gros, hein, c'est bien que vous puissiez vous-même faire des recherches, pas seulement me croire moi et sur ce que je dis, mais faire des recherches sur le code de Nuremberg et lire un peu ces articles-là pour vous familiariser. Parce que dans je partage avec vous la condition, l'acceptation conditionnelle, eh bien, nous allons utiliser le code de Nuremberg. Okay? Pourquoi? Parce que le vaccin qu'ils veulent utiliser ici sur les gens pour soi-disant nous protéger du Covid n'a pas été expérimenté sur des animaux. On ne connaît pas les effets secondaires à long terme et toutes ces choses-là. Il n'y a rien qui est dit. Okay? On ne nous donne pas, ça c'est un autre élément, on ne nous donne pas les compositions de ce vaccin. Okay? Donc, en résumé, le code de Nuremberg et l'éthique impose le consentement volontaire du sujet humain. Okay? Il est absolument essentiel dans toute intervention médicale. Vous injectez quelque chose dans le corps, c'est une intervention médicale.
Vous retirez quelque chose de votre corps, c'est une intervention médicale. Dès qu'on touche à votre corps, c'est une intervention médicale. Médicale, ce n'est pas dire simplement que vous êtes anesthésié, alité quelque part. Vous allez chez le dentiste, c'est une intervention médicale. On fait une injection, c'est une intervention médicale. On fait des prélèvements sur vous de l'ADN ou quoi que ce soit, ce sont des interventions médicales. OK? Alors, nous allons regarder la Déclaration universelle des Nations unies sur la bioéthique et les droits de l'homme. Ça, c'est le prochain ici. C'est un autre élément que nous allons utiliser, ok, la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, qu'il s'agit du consentement. L'image ici est forte, ok, parce qu'on dit, bon sang, mais vous allez l'accepter, ce traitement. Ce n'est pas de cette manière qu'on donne un traitement à quelqu'un, que ce soit pour votre bien, surtout, c'est censé être pour votre bien, mais on ne peut pas vous l'imposer. Vous devez donner votre consentement. L'article 6, section 1, dit que toute intervention médicale de caractère préventif, diagnostique ou thérapeutique ne peut être mise en œuvre qu'avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée. Elle doit être fondée sur des informations suffisantes. Le cas échéant, le consentement devait être exprès et la personne concernée peut le retirer à tout moment et pour toute raison sans qu'il en résulte pour elle aucun désavantage. C'est-à-dire, votre consentement est Dieu. Et c'est pour ça que je vous explique, non seulement dans ici médical, mais dans le commerce, c'est pour ça que votre consentement est toujours implicite. Et si on disait que vous étiez d'accord de payer cette amende, vous ne dites pas non, donc ah ouais, si on disait vous avez consenti. Hmm. Section 3. En aucun cas l'accord collectif ou le consentement d'un dirigeant de la communauté ou d'une autre autorité ne devrait se substituer au consentement éclairé de l'individu. C'est-à-dire, votre président, votre roi, votre premier ministre, votre chef d'État, votre chef de quartier, votre papa, votre maman, leur consentement ne peut jamais se substituer à votre consentement éclairé, à vous en tant qu'individu. Et on dit non, c'est pour le bien du peuple. euh, voilà, vous devez accepter la vaccination, c'est pour éliminer le coronavirus, et patati patati patata. Et le dirigeant de l'État a pris la décision pour le collectif. Eh bien, c'est en désaccord total de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme et en désaccord total sur le Code de Nuremberg. Comment utiliser ces informations avec l'acceptation conditionnelle? Très simple. Première chose, votre maman vous a toujours dit il ne faut pas vous battre. Il ne faut pas se battre, ça ne sert à rien. Dans le commerce, dans le droit, pour être honnête, ils sont plus forts que nous. C'est rien de se battre avec eux. Ils sont plus forts que nous. Ils ont la police à leur côté, ils ont les services médicaux, ils ont l'argent, des sommes d'argent que nous, on ne pourra peut-être jamais imaginer avoir dans leur système à eux. Donc, ça ne sert à rien de se battre avec quelqu'un qui est plus fort. Donc, ne les défier, il ne faut ni les défier, ni se battre avec eux. Ne jamais, jamais, au grand jamais les combattre. OK? Souvent, quand la police nous arrête, on se sent mal à l'aise parce qu'on n'est pas content, évidemment, dans notre esprit. Mais ce qui se passe ici, c'est injuste, alors on essaie d'utiliser la force. C'est l'erreur à ne jamais commettre. Jésus, le maître, le roi, disait, OK, d'accord, mais sous telle condition. Ayez de l'assurance sans être agressif. Il y a une différence entre avoir l'assurance et parler calmement et être sûr de soi et être agressif. OK? Et parfois, être agressif sans les combattre, on commencer à les insulter, quoi que ce soit, ce n'est pas bon. C'est rester calme, poli et avoir beaucoup d'assurance. Et ensuite, vous acceptez, mais avec une demande de conditions raisonnables. OK? Vous acceptez ce qu'ils vous demandent de faire, mais avec demande de conditions raisonnables. OK? Et à ce moment-là, quand vous avez accepté et que vous avez juste imposé vos conditions, s'ils disent non, on s'en fout, allez, viens avec nous, alors là, maintenant, vous aurez des raisons de vous défendre sans utiliser la force, mais de vous défendre avec des outils juridiques que vous allez, Dieu voulant, qu'on partagera plus tard.
fin des fins, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et ma prière, c'est qu'aucun de vous ne soit confronté ou ne soit forcé à prendre un vaccin ou quoi que ce soit. Et alors, vous avez le temps de pratiquer, OK, pour devenir bon dans votre, dans ce que vous faites, OK? OK, donc la première chose, c'est apprenez à poser des questions. Apprenez à accepter avec condition. Et c'est simple dans toute chose, OK? Une chose que vous allez faire, par exemple, dans un magasin ou quoi que ce soit, quand on vous impose quelque chose, demandez est-ce que, en anglais, en Angleterre, si quelqu'un peut traduire en Angleterre, on demande ça le, internal policy, OK? C'est les règles d'ordre intérieur, quoi, du magasin. Chaque magasin, chaque établissement public doit, comme c'est un établissement public, il doit pouvoir mettre de manière officielle ses règles d'ordre intérieur, OK? C'est sa politique interne, OK? Et donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement demander, OK? Une question qui est puissante, c'est pouvez-vous clarifier pour moi ce que cela fait réellement? Ici, j'ai mis particulièrement, vis-à-vis d'une intervention médicale ou quoi que ce soit, OK? On veut m'imposer un une intervention médicale quelconque, OK? Ah bien, je peux poser la question: «OK, avant que j'accepte, est-ce que vous pouvez me clarifier exactement ce que cette intervention va faire et comment est-ce que je vais en bénéficier?» Et vous allez voir que dans la majorité des cas, rien que cette question, hein, ces gens sont incapables de vous répondre. Et une fois que quelqu'un veut vous imposer une intervention médicale, vous posez cette question et il est incapable de vous répondre, mais là, maintenant, directement, vous êtes en position de force. Dire: «Attendez, vous allez dire que vous allez, vous me demandez de prendre, cette, de me soumettre à cette intervention médicale et vous ne savez même pas ce que ça va faire. Pour moi, en quoi je vais en bénéficier?» Une autre question que vous pouvez poser, c'est, serait-il possible d'avoir plus d'informations? Et souvent, ils n'ont même pas d'informations à vous donner. Pourquoi? Parce que, ils suivent, comme des robots, on leur dit: «Fais ça», et ils font. Pourquoi? Parce que bon, pour être honnête, la plupart des gens, c'est leur travail. C'est leur travail et chef de travail ou quoi, leur a dit, leur chef de travail leur a dit, je voilà, vous faites ça, 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 et s'ils ne le font pas, ben, quelque part, ils risquent de perdre leur travail, donc c'est: «Tais-toi et fais ce qu'on te demande». Mais vous avez le droit, vous n'êtes pas soumis à leur chef de travail, vous avez le droit de dire: «OK, est-ce que vous pouvez me donner plus d'informations et en quoi est-ce que je vais en bénéficier?» et cetera et cetera. Il y a une question ici, qu'on a posée, et s'ils répondent par: «C'est la loi». Dans ces cas-là, vous demandez: «Est-ce que vous pouvez montrer l'article de loi?» C'est la loi, OK. Est-ce que vous pouvez me citer ou me montrer l'article de loi qui dit que je dois me soumettre à telle chose? Il y a pas de loi. Il y a aucune loi. La à la télévision, on dit: «C'est la loi», mais il y a pas de loi à ce sujet, OK? Et nous verrons cela. Ce qu'ils peuvent avoir, c'est peut-être un code, OK? Il y a le code civil, il y a le code pénal. Ce sont des codes. Pourquoi vous appelez ça code si ça doit être une loi? Ce sont pas des lois. Hem, L'autre chose, c'est, je ne suis pas sûr de comprendre, et ça, c'est quand vous nous surtout au début, hein, quand vous n'êtes pas, hem, vous n'êtes pas encore très drillé et habitué, à poser des questions et à pouvoir donner vos conditions. Comme le titre de cette page, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le forgeron, la première fois qu'il essaie de faire quelque chose, ça sort pas correctement, OK? Mais au fur et à mesure qu'il pratique, il pratique, il pratique, eh bien, il devient très apte et très, doué dans son truc, OK? Donc, si vous ne savez pas, ça c'est une carte que vous pouvez garder dans votre poche, c'est: «Je ne suis pas sûr de comprendre, est-ce que vous pouvez clarifier?» OK? OK, il y a un commentaire ici: «En général, nous avons affaire à des exécutants qui trouvent plus important pour eux d'exécuter l'ordre que de faire attention à nos questions». Oui, ils peuvent vouloir exécuter l'ordre, mais ils doivent faire attention à vos questions, OK? Et s'ils ne font pas attention à vos questions, eh bien, vous avez un droit de recours personnel
vis-à-vis de cette personne qui était incapable de répondre à vos questions. Il y a le ils sont publics au service du public. Et donc, il y a le service clientèle, entre guillemets, qui euh, ils tombent sous les règles du service clientèle, ils sont incapables de vous donner des informations. Et donc, ce qu'on va voir par après, c'est s'ils veulent simplement exécuter et ils ne sont pas intéressés à mes questions, ben, il y a un problème, il y a un sérieux problème. Et un de ces problèmes, c'est que vous, en faisant l'acceptation conditionnelle, vous direz, mais je n'ai pas refusé, mais je n'ai pas eu toutes les informations qui me permettaient, selon le code de Nuremberg et selon la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, je n'ai pas eu les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée. Votre exécutant a été incapable de me donner à moi les informations nécessaires qui me permettraient de faire, de prendre une décision éclairée. Donc l'accord conditionnel. Malheureusement, les enfants, heu et beaucoup d'adultes ne sont pas formés et s'ils ont envie de dire non, ben, ils n'ont pas le le choix de dire non. OK? Hem, des questions que moi je pose et que j'ai posées, il y a une petite lettre que je vais vous montrer, par après, que je pourrais partager avec tout le monde, un template, un exemple plutôt que j'ai fait pour, des Anglais ici, des gens qui m'ont approché, parce que dans leur travail, on leur posait les questions sur, on leur a demandé d'être vaccinés, ils ont refusé et puis on leur a demandé: «Pourquoi vous refusez?» heu et c'est là que je leur ai donné une lettre et je leur ai expliqué: «Il faut jamais refuser, accepter de manière conditionnelle». OK? Et la première ces questions, c'est que: «Bon, que vous voulez me donner un vaccin. Est-ce que ce vaccin peut-il m'empêcher de contracter le coronavirus?» Ils vont vous dire il est peu probable qu'ils vous répondent et si vous répondent, ils vont vous dire non. OK? Deuxième question, ce vaccin peut-il m'empêcher, de transmettre, le coronavirus? Non. Hem, quelles sont les composantes biochimiques du vaccin? C'est une question très importante. Vous êtes exécutant, oui, mais c'est mon corps. C'est pas le vôtre, c'est le mien. Et vous voulez me mettre quelque chose dans le corps et vous voulez pas me dire ce que vous me mettez dans le corps? C'est tout à fait inacceptable ça. Au moins, j'ai le droit de savoir ce que vous voulez me mettre dans le corps. Alors dites-moi quelles sont les composantes biochimiques, heu du vaccin. Quels sont les effets secondaires probables à long terme du vaccin? Donc je vais prendre un vaccin, est-ce qu'il y a des effets secondaires probables à long terme? Ils vont vous dire: «Je ne sais pas». Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été testé sur les hommes, il n'a même pas été testé sur les animaux. Les personnes qui le prennent maintenant, c'est eux qui sont les tests, c'est eux qui sont les cobayes. La mort est-elle ou peut-elle être un effet secondaire possible? Est-ce que ce vaccin peut me tuer? Et si vous dites: «Je ne sais pas», ce que vous faites, en fait, c'est jouer à la roulette russe. Vous mettez une balle dans un revolver, il y a 7 possibilités et vous mettez une balle et vous tirez ça sur la tête. Bah, si vous n'êtes pas mort, ça va. Mais si, le prochain tir, la balle est là, bah, c'est vous y passez. Est-ce que c'est raisonnable ou et moi, j'utiliserai cela. Je dis, je pose la question et puis alors, à une personne qui veut me vacciner, elle dit: «Vous me demandez de jouer à la roulette russe, en fait. C'est ça que vous me demandez». Il y a des gens qui sont morts du vaccin, oui, on va pas vous le dire officiellement, mais oui, il y a des gens qui sont morts. Hem, mais si la personne me dit: «Il ne sait pas», je dis: «Mais potentiellement, vous me demandez de jouer à la roulette russe». La dernière, OK. Est-ce que pouvez-vous me fournir le nom de la personne qui assumerait l'entière responsabilité si je devais développer un effet secondaire en raison de la prise de ce vaccin? C'est-à-dire que si je deviens, handicapé ou que je perds, mes sens, je veux pouvoir donner à, un membre de famille ou la personne qui s'occupe de moi, qui me prendra en charge, le nom de la personne qui serait responsable.
et ils vous donneront jamais le nom de quelqu'un. Donc rien que cette histoire-là, qu'est-ce que nous faisons comme le Seigneur, l'exemple qu'on prend du Seigneur? Voilà, on va vous vacciner pour ceci, cela. OK, OK, d'accord, d'accord, il y a pas de problème. Hem, Selon les accords de Nuremberg et la déclaration, universelle, des Nations unies sur la bioéthique et les droits de l'homme, je voudrais clarifier certaines choses avant de donner un consentement éclairé et vous énumérer toutes ces questions. Toutes ces questions sont des questions tout à fait raisonnables.